Bien, alors, je vous laisse vous installer et je prends le micro, je me saisis du micro quelques minutes pour vous souhaiter bienvenue. Bienvenue à Yann Hervé Martin, bienvenue chez vous. Bienvenue aussi chez vous à tous, puisque vous êtes des fidèles et que nous sommes ravis de recommencer cette deuxième session des masterclass philosophie. Alors, rien ne semblait prédestiner le monde de la philosophie et celui du management, non seulement à se rencontrer, mais à prendre le temps de cheminer ensemble pour nourrir un dialogue authentique et que nous espérons fécond. À vrai dire, il y a à peine quelques années de cela, un projet comme celui-ci aurait sans doute été accueilli d'un côté comme de l'autre comme une idée saugrenue. Il faut bien avouer que pour de nombreux philosophes, le monde de l'entreprise était considéré comme un univers cynique, peuplé d'individus bornés et soucieux de leur seul profit. Quant aux managers et aux cadres d'entreprise, ils voyaient au mieux dans les philosophes des idéalistes déconnectés du monde réel, de ses contraintes et de ses urgences. Ils auraient sans doute ri de bon cœur à une représentation des nuées, comédie antique que l'on doit à Aristophane et qui présentait Socrate, suspendu au-dessus de la scène dans une sorte de grand panier appelé le pensoir, pour débiter d'étranges et incompréhensibles propos, bien au-dessus des menues affaires de l'humanité ordinaire, livrée à ses tâches, à ses inquiétudes et à ses obligations courantes. À quelque chose, malheur est bon. La crise, comme on dit, est passée par là, remettant en cause les certitudes les mieux assurées, faisant bouger les vieilles frontières, obligeant chacun à inventer des coopérations inédites, des espaces nouveaux de réflexion et d'analyse. Et la crise n'a pas affecté seulement les milieux économiques, parce qu'elle est aussi une crise culturelle. Elle a touché le monde des philosophes, les obligeant à se demander si une philosophie hautaine et coupée des affaires communes pouvait encore faire sens et apparaître comme autre chose qu'une survivance étrange d'un passé archaïque. Alors, je crois qu'en effet, il y a quelques 18 mois, quand on a eu ce projet commun avec la faculté de philosophie de lancer ces sessions de réflexion sur des concepts et des objets managériaux par un philosophe, on avait deux grands objectifs. Le premier était de rendre les managers ouverts au monde, de les amener à réfléchir et à prendre du recul, à manier des concepts, à être peut-être un peu plus intelligents, et d'ouvrir la philosophie à d'autres publics que ceux des philosophes, entre eux, dans un monde clos. Et je crois que ce pari a été réussi grâce à Yann Martin. Les lignes que je vous ai lues, ça a été un troisième objectif que nous ne nous étions pas du tout fixés et que nous vous annonçons, c'est que nous avons commis un ouvrage ensemble sur un dialogue entre un manager, une manager et un philosophe. Et ce sont les premières lignes de l'introduction de l'ouvrage, donc qui paraîtra dans quelques semaines. Il est actuellement dans les mains de l'éditeur. Donc vous avez devant vous des co-auteurs qui ont essayé de tricoter ensemble un dialogue qu'on espère fécond, en effet, sur ces sujets-là et qui naissent vraiment de cette expérience tout à fait intéressante qui s'est déroulée et construite devant vos yeux et dans vos oreilles attentives et j'irai grâce à vous aussi en tant qu'auditeur. Alors, nous démarrons une deuxième session avec deux changements logistiques. Alors, l'un très important, l'étrange petit objet rouge que vous avez sur vos tables est plutôt destiné à vos chaises. Et nous avons pensé que nous pensons mieux en étant mieux installés. Donc, vous me direz si c'est le cas. Voilà, donc gardez-les, revenez avec. C'est un peu comme à Vaison-la-Romaine ou au théâtre antique de Fourvière. Revenez avec vos petits coussins. Ce n'est pas autre chose. Et le deuxième changement, maintenant que vous êtes mieux installés, n'est-ce pas, et plus attentifs donc, le deuxième changement est que nous avons décidé en concertation avec Yann Martin de donner une prime au présentiel.
Donc, en effet, cette première séance sera aussi enregistrée et permettra d'être en séance de rattrapage sur YouTube. Et on sait que les connexions ont été absolument plus que nombreuses. Je crois qu'on est à plus de 10 000 vues pour la première conférence. Mais malgré tout, il t'a semblé important, voilà, que ceux qui sont présents et une prime et que ça se passe selon la philosophie à l'ancienne, sans forcément mêler le virtuel et avoir donc ces connexions YouTube. On verra si on change d'avis au cours de l'année ou pour une 3e année si on remet ça. Alors c'est une session très spéciale aujourd'hui. Alors, elle est très spéciale parce que Yann va nous parler d'un thème qui est particulièrement important en management, même s'il est important partout, et particulièrement important dans cette école, c'est la notion de différence. Alors, la différence en management, c'est parler de diversité, avec une hypothèse pas tout à fait démontrée, mais qui a à la fois une forte conviction et dont les études montrent qu'elle peut être performative, c'est-à-dire qu'elle peut faire changer les postures, c'est que cette différence des humains entre eux est une richesse. Et je crois que tu vas nous parler de ça d'un point de vue du philosophe. C'est vrai que ce bidistinctive, qui est maintenant la baseline de l'école, est quelque chose qui est pour nous extrêmement important. Et donc c'est une séance tout à fait spéciale pour l'école que tu nous accordes. Et puis c'est une séance tout à fait spéciale pour moi parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. Et je te remercie de ce cadeau. Voilà, c'était un beau cadeau que vous me faites d'être là et que tu me fais de parler de la différence aujourd'hui. Voilà, donc je te laisse la place et je suis attentive. Merci beaucoup. C'est quand même rigolo d'écrire bidistinctif sur des coussins qui sont tous les mêmes, même si on ne sait pas très bien que ce sont des coussins. Bien, merci Isabelle pour ces propos sympathiques d'accueil et puis bon anniversaire. Je vais essayer de te faire et en même temps de faire à chacun d'entre vous au moins quelque chose comme un petit cadeau, essayer de vous permettre d'avancer dans une réflexion qui soit vraiment et authentiquement une réflexion philosophique sur le thème de la différence. Justement, si il y a là une sorte de gageur, c'est que le concept de différence est un concept assez largement rebattu et du coup, par conséquent, assez largement galvaudé aussi. Et que le pari de la philosophie, c'est toujours d'essayer de donner à entendre d'une oreille neuve des notions ou des concepts que l'on croit trop bien connus. Et en règle générale, on pense très mal ce que l'on croit trop bien connaître. D'où l'importance d'une prise de recul minimale, c'est mon travail ici, d'une distance critique sur des lieux communs, des poncifs, des clichés, qui permettent de penser la différence et non pas simplement d'en faire une apologie plus ou moins bienveillante et plus ou moins convenue. Je partirai, si vous voulez, d'un constat qui est peut-être déjà discutable, c'est que notre société, qu'on s'accorde en général à considérer comme plutôt individualiste, donne parfois l'impression de vouer un culte à la différence, paradoxalement érigée en norme. Comme si être différent était en soi une valeur, comme si c'était bien d'être différent, quoi qu'il en soit de cette différence, et comme si même il y avait là une sorte d'injonction un peu étonnante, une injonction à être différent. Et c'est bien cette injonction, d'ailleurs, que l'on retrouve aussi dans la formule concise qui sert de slogan, en quelque sorte, à l'école de management de Strasbourg.
Notre société, donc, et c'est ce qui m'a marqué un petit peu quand j'ai préparé cette intervention, use et abuse de cette valorisation de la différence, et elle en use et elle en abuse dans des circonstances elles-mêmes très différentes, mais parfois douteuses. J'ai essayé d'en relever quelques-unes qui vont, si vous voulez, faire surgir devant nous autant de problèmes à investir, peut-être. D'abord, on évoque très souvent un droit dont la signification n'est pas immédiatement claire, un droit à la différence, au nom d'un certain pluralisme des valeurs, des croyances, des opinions et des modes de vie. Pluralisme qui serait tel qu'au fond, nous aurions tous une sorte de droit naturel ou juridiquement défini à être différents les uns les autres. Le risque derrière cette expression en elle-même pas très claire de droit à la différence, je pourrais dire simplement, mais est-ce que la différence n'est pas un fait? Et si elle est un fait, que rajoute la mention de son droit? Le risque est alors de considérer que tout se vaut si toutes les différences valent par elles-mêmes et en tant que telles. Le risque est alors de considérer que toutes les différences se valent. Mais si toutes les différences se valent, bien évidemment, on ne voit plus très bien quelle différence peut être privilégiée. Première difficulté dont je me suis dit qu'elle méritait sans doute d'être abordée au cours de cet entretien que je vous propose. Deuxième difficulté que j'ai rencontrée, deuxième problème si vous voulez, une utilisation parfois très euphémisante du terme différence, l'adjectif différent, et qui relève précisément de ce qu'on appelle parfois l'euphémisation du handicap. Je suis parfois assez curieux d'entendre comme allant de soi qu'il ne faut pas dire un enfant handicapé, par exemple, mais qu'il faut dire un enfant différent. Comme si, en définitive, le mot différent servait de paravent pour faire comme si, au fond, il était essentiellement comme nous, et comme si le handicap n'était pas pensable autrement qu'en termes de simples différences qualitatives en elles-mêmes non significatives, ce qui est quand même pour le moins discutable. Et puis, troisième problème qui m'a interpellé, eh bien, ce qu'il y a d'appel à la singularité, à l'originalité, on l'entend un peu partout dans notre société, soyez vous-même, just do it, bidistinctif, pourquoi pas, dans une société qui, paradoxalement, on pourra en discuter, mais me semble surtout incroyablement conformiste. Comment le conformisme le plus répandu peut-il aller de pair avec une injonction à la différence devenue une norme? Cette exaltation un petit peu naïve de la différence, je dis naïve parce qu'on présuppose qu'elle vaudrait par elle-même et en tant que telle, l'important c'est d'être différent, peu importe la différence. Cette exaltation naïve de la différence risque de nous faire perdre de vue 4 choses. La première, c'est que toutes les différences ne sont pas bonnes. Il y a de mauvaises manières d'être différent. Un voleur est sans doute très différent d'un honnête homme. Je préfère peu de différence entre des honnêtes hommes que beaucoup de différence entre des voleurs, à la limite. Toute originalité n'est pas vraiment pertinente. Le fait d'être original, singulier, différent des autres, n'a jamais suffi à attester quelque chose comme une valeur propre, susceptible d'être reconnue pour elle-même. Deuxième élément qu'on risque alors de perdre de vue, c'est que cette valorisation bienveillante de la différence
ou des différences, au nom par exemple d'un idéal de tolérance, est parfois incroyablement sélective. Comme si notre société s'ingéniait de manière assez régulière à désigner les différences pertinentes du point de vue de ses jugements de valeur, pour mieux refouler dans l'impertinent, le has-been, l'obsolète, des différences regardées comme ringardes. Bref, le problème ici d'une sorte de sélection un peu facile des différences regardées comme pertinentes, pour mieux rejeter dans le non pertinent des différences dont on ne veut plus, des différences qui ne sont pas à la mode, des différences qui sont regardées comme étant d'un autre temps. Troisième difficulté, je l'évoquais tout à l'heure, ce discours de valorisation des différences, extrêmement répandu, vient buter, je le disais, sur un étonnant conformisme de masse, et un conformisme de masse qui s'atteste, me semble-t-il, dans la standardisation des discours dominants, qui se ressemblent incroyablement, et non seulement dans la standardisation des discours dominants, des pensées dominantes, des opinions différentes, dominantes, mais même des attitudes dominantes. Il est quand même étrange qu'une société, à ce point standardisée dans ses comportements, ses attitudes, ses opinions et ses valeurs, ait pu produire un tel discours d'exaltation de la différence. Il y aura donc là quelque chose sur quoi, sans doute, nous devrons essayer, ensemble, de nous interroger. Quatrième difficulté, ce discours de valorisation des différences vient aussi buter, non plus seulement sur une sorte de conformisme, mais sur un réductionnisme un peu paresseux qui tend à voir partout du même. D'un côté, on exalte la différence, de l'autre côté, il y a des tendances massives à tout ramener au même. Or, dit comme ça, c'est un peu abstrait, je vais vous en donner simplement deux exemples. La réduction au même sous sa version populaire, exemple, toutes les mêmes. Bon, voilà, au fond, entre une femme et une femme, il n'y a pas de différence, toutes les mêmes. Alors, bien sûr, ça peut être du côté des femmes, mais ça peut être du côté des appréciations générales qui portent sur des espèces, sur des groupes. Les Italiens, tous des voleurs, c'est connu. Voilà. C'est-à-dire, en définitive, eh bien, cette facilité avec laquelle on considère qu'au sein d'un genre donné, d'une population donnée, d'un groupe donné, on trouvera partout du même. Il y a peu de temps que j'entendais des philosophes m'expliquer que quand même, les chefs d'entreprise, les cadres, tous les mêmes, tous cyniques, tous se pensant que l'argent. Donc voilà un exemple de réduction au même qui cohabite étrangement avec un discours de valorisation de la différence. J'ai évoqué ce que j'ai appelé la forme populaire de cette réduction au même, tous les mêmes, ou toutes les mêmes. On pourrait en évoquer une forme savante tout aussi navrante, assez répandue dans les arcanes du Collège de France, où il m'est arrivé d'entendre cette idée devenue un lieu commun, selon laquelle l'homme est un animal comme les autres. Et que la différence qu'on a voulu faire valoir au cours des siècles entre l'homme et les autres animaux relèverait d'un anthropocentrisme naïf, lui-même complètement dépassé, mais que fondamentalement, entre un homme et un singe, ou entre certains hommes et certains singes en tout cas peut-être, il n'y aurait pas de différence vraiment significative et que rien ne distinguerait l'homme de l'animal, sinon son indicible orgueil ou sa prétention à constituer quelque chose comme un sommet dans l'ordre de l'évolution. Donc on se rend compte qu'on est confronté à une situation complexe, une situation paradoxale, une situation un peu schizophrénique d'ailleurs quelquefois, et que penser sérieusement la différence dans un tel contexte culturel, intellectuel, eh bien, est une tâche difficile.
Et une tâche qui précisément va m'obliger à faire mon travail de philosophe, c'est-à-dire à briser les communions magiques. Le philosophe, vous savez, est toujours un petit peu comme un caillou dans une chaussure. Il est là pour rappeler que la chaussure existe et que c'est pas évident de marcher. Bon, il n'est pas là pour habiller avec des belles phrases, des beaux concepts et des beaux discours, des opinions et des idées qui sont déjà dans l'air du temps. Il est là pour prendre un recul critique par rapport à ces discours dominants qui obligent précisément à penser enfin ce que d'ordinaire on pense guère. Et donc, mon travail ici sera d'essayer de comprendre ce qui est en jeu derrière cette apologie de la différence, si largement rebattue, et ce qui est en jeu derrière l'idée de différence individuelle. Je disais que le rôle du philosophe est de rompre les communions magiques, bien entendu, mais il ne peut le faire qu'à condition de ne pas se contenter d'un travail de destruction massive des idées reçues. C'est toujours facile de casser ce qui existe déjà. C'est toujours facile de détruire les représentations convenues. C'est un peu plus exigeant et plus difficile de reconstruire quelque chose qui donne à penser sur les ruines des opinions toutes faites. Et c'est là que le philosophe a absolument besoin, non pas d'un public, mais véritablement d'interlocuteurs. Qu'il a besoin que son discours ne soit pas simplement reçu comme un discours qui vient d'en haut, le haut d'une estrade derrière la largeur d'une table incroyablement grande, mais un discours qui soit vraiment adressé à vous et auquel, du coup, vous devez pouvoir répondre. Et je vous rappelle donc que l'une des originalités à laquelle je tiens de ces conférences à l'école de management, c'est que je ne suis pas là pour vous dire ce que je ne sais pas grand-chose, je ne suis pas là pour vous enseigner à savoir, je ne suis même pas là pour délivrer une expertise, je n'en ai à peu près aucune. Mais simplement, je suis là pour être l'occasion de cette prise de distance que j'évoquais tout à l'heure, qui doit vous permettre à vous de vous interroger, et non pas de vous interroger comme ça abstraitement votre fort intérieur pour faire bien attention à ne pas me déranger, mais de vous interroger de telle manière que vous puissiez réellement m'interroger, vous interroger les uns aux autres. Et ça, c'est quelque chose à quoi je tiens, et j'essaierai de faire en sorte qu'on puisse, comme d'habitude, conserver quelques minutes à la fin de mon intervention pour que vous puissiez, par vos interventions, vos questions, vos doutes ou vos incompréhensions, vos colères, pourquoi pas, eh bien, vous approprier, faire vôtre la parole que j'aurais essayé de prononcer. Donc, 3 temps après ce temps d'introduction dans mon propos, je m'interrogerai d'abord sur ce que j'ai appelé les lieux de la différence. Où sont ces lieux qui attestent entre nous des différences réelles et essentielles? Dans une deuxième partie, j'interrogerai le jeu social de la distinction. Comment la société fabrique-t-elle de la différenciation? Et dans un troisième temps, eh bien, j'essaierai de me demander ce que l'on doit faire de nos différences. Ce n'est pas tout de l'être, c'est même le plus facile, mais la question intéressante, c'est bien évidemment que faire de ces différences? Doit-on les construire? Doit-on accepter parfois de les surmonter, de les dépasser, de les remettre en cause? Comment les assumer? Dans un sens qui n'est pas simplement celui de la responsabilité morale, mais vous savez que assumer, en latin, veut dire aussi élever, faire grandir. Comment grandir avec nos différences? Comment les faire grandir pour grandir avec elles? Ce sera les 3 temps de ma réflexion. Nous commençons donc par le premier, les lieux de la différence. Pendant de nombreux siècles,
les choses étaient assez simples. L'homme était pensé selon une différence qu'on appelait une différence spécifique, une différence propre à son espèce, une différence qui le définissait comme humain et qui était donc considérée comme irréductible. Définir l'homme, jusqu'au XIXe siècle, c'était toujours pointer pour l'homme une différence essentielle qui distingue de manière radicale l'homme de tous les autres vivants, sans exception. Exemple, pour l'essentiel de la philosophie antique, définir l'homme en sa différence spécifique, c'était rappeler qu'il est un vivant politique, doué de logos, doué de raison, doué de parole. Vous avez reconnu une définition d'Aristote. Et les philosophes qui sont dans la salle se souviennent peut-être que dans une définition selon Aristote, il y a deux choses. Il y a ce qu'il appelle la chose à définir, l'homme ici en l'occurrence. Il y a ce qu'on appelle le genre prochain, le genre général dans lequel est pris l'espèce humaine, ici un vivant. Et puis justement ce qu'il appelle une différence spécifique, la différence qui le spécifie comme humain, qui est véritablement propre à l'homme en tant qu'homme. Et ici, dans la formule « l'homme est un vivant doué de logos » ou un vivant politique doué de logos, si on prend la formule complète, la différence spécifique est doué de logos ou politique doué de logos. Au Moyen-Âge, on essayait plutôt de définir l'homme comme une créature de Dieu ayant vocation à la divinité, créature de Dieu, genre prochain, créature de Dieu comme tous les autres vivants, ayant vocation à la divinité, différence spécifique, c'est le seul parmi les vivants qui aurait une vocation de ce genre. Donc les choses semblaient claires, l'homme était le lieu, en tant qu'espèce, d'une différence essentielle qui devait permettre de le distinguer radicalement de tous les autres vivants. Il y a encore plein de place, vous n'êtes pas obligé de rester sur les escaliers. À partir du XVIIIe et du XIXe siècle, ces privilèges de l'homme, regardés essentiellement en sa différence, ont peu à peu été grignotés, parfois niés. Il y a des choses assez curieuses, j'en pointe quelques-unes. La Métrie, au XVIIIe siècle, qui se dit qu'après tout, l'homme est une machine comme les autres. Et que, alors qu'un siècle plus tard, Darwin va nous dire, par exemple, qu'il est un animal comme les autres, la Métrie va plus loin encore, un siècle plus tôt. L'homme est une machine, un ensemble de cordons, de rouages, de poulies, d'accords très 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 sophistiqués. Et Descartes avait ouvert la voie en disant que l'animal est une machine, mais pour le distinguer précisément de l'homme, qui lui se définissait par le pouvoir qui était le sien de penser et de se penser, la Métrie ne fait qu'aller jusqu'au bout de la logique de Descartes, d'une certaine manière. Pourquoi, après tout, accorder un privilège à l'homme? Tout vivant n'est-il pas fondamentalement une machine, plus ou moins perfectionnée, plus ou moins sophistiquée? Donc on voit qu'on est passé, après des siècles, de l'Antiquité jusqu'à la Renaissance, où l'homme était considéré comme le lieu d'une différence essentielle. On se retrouve au XVIIIe et au XIXe une situation un peu curieuse, où cette différence tend peu à peu être grignotée. On est plus à la recherche du semblable, qu'est-ce qu'il y a de commun à l'homme et la machine, qu'est-ce qu'il y a de commun à l'homme et à l'animal, que du différent. Et cette situation, me semble-t-il, s'est poursuivie, pour ne pas dire aggravée, avec les développements de la génétique, au début du XXe siècle, qui a éprouvé un malin plaisir à rappeler, par exemple, que l'homme partage avec les grands singes 99% de son patrimoine génétique. Sous-entendu, il n'y aurait pas de différence essentielle. À 99%, ce serait kiff bourricot, ce serait la même chose. Je crois qu'il ne faut pas se laisser abuser quand même par de tels discours, quelles que soient leurs prétentions scientifiques. Et il ne faut pas se laisser abuser par de tels discours parce qu'ils butent vite sur des limites que je vais essayer d'évoquer. D'abord, une machine qui serait capable de se reconnaître comme une machine, déjà ne serait pas une machine comme les autres. Admettons que je sois une machine,
Dans ce cas-là, ça veut dire que je le sais. Et admettons que ma cafetière en soit une, il y a au moins une différence entre elle et moi, c'est qu'elle ne le sait pas, a priori. Ça fait quand même une différence notable. Que répondre aussi à ces paléoanthropologues du Collège de France, éminemment respectables et éminemment savants, qui nous disent que l'homme est un animal comme les autres, simplement un peu plus prétentieux peut-être, mais qu'un animal capable de se situer dans l'arbre phylogénétique, vous savez ce qu'on appelle l'arbre phylogénétique, c'est l'arbre de la classification des espèces qui permet d'expliquer d'où vient l'homme en le rattachant aux espèces dont il est issu, et on a comme ça un arbre qui va en gros des êtres humains que nous sommes, plus ou moins, avec plus ou moins de facilité, jusqu'aux amibes ou tout ce que vous voulez. Mais alors, un animal capable de se situer dans l'arbre phylogénétique, d'interroger sa différence spécifique, manifestement, n'est pas un animal comme les autres. Quand je montre l'arbre phylogénétique à mon chien, il s'en fiche complètement. Troisième limite de ce genre de discours négateur d'une différence essentielle qui serait la différence de l'homme en tant qu'homme, admettons, c'est sans doute vrai, que 99% du patrimoine génétique, de notre patrimoine génétique serait commun aux singes. Je le crois volontiers, je vois aucune raison de remettre en cause une telle assertion. Mais ça veut dire quoi, fondamentalement? Que le 1% qui reste est le lieu d'une différence extraordinaire. Que ce petit pourcent qui nous distingue est d'une certaine manière tout. Il fait à lui seul toute la différence. Et donc, avec le même énoncé scientifiquement recevable, 99% du patrimoine génétique est commun à celui des grands singes, on peut soit aller dans le sens d'un discours négateur de la différence, au fond on est pareil, soit au contraire, aller dans le sens d'un discours de promotion de la différence, le peu de différence est tout. Et on pourrait donc parodier ici la formule de James, William James, qui doit apparaître derrière moi. Il y a peu de différence entre un homme et un autre, mais c'est cette différence qui est tout. Et on pourrait parodier un peu cette formule en disant il n'y a peut-être pas beaucoup de différence entre un homme et un singe, mais c'est bien évidemment cette différence qui est tout. Aujourd'hui, penser la différence, malgré tout, ce n'est pas simplement la penser dans un ordre qui serait l'ordre spécifique. La différence, telle que je l'ai évoquée là, je l'ai évoquée comme une différence anthropologique constitutive de ce qui fait notre humanité. Or, aujourd'hui, il semblerait que la différence soit moins pensée selon l'espèce que selon les individus. Les différences qui comptent, les différences qu'on valorise, les différences qu'on exalte, ne sont plus tant des différences spécifiques, qu'est-ce qui distingue l'homme des autres animaux, que des différences individuelles, qu'est-ce qui distingue les hommes entre eux. Qu'est-ce qui fait qu'un homme, tout à la fois, est un homme, comme les autres, et n'est pas pleinement et tout à fait un homme comme les autres. Et donc, on pourrait se demander à quoi tiennent ces différences individuelles. Qu'est-ce qui fait que les hommes, qui appartiennent à la même espèce, diffèrent les uns des autres de manière parfois notable? Plus de différence sans doute entre un homme et un homme qu'entre une amibe et une amibe, ou qu'entre un singe et un singe. On pourrait évoquer, excusez-moi, j'ai un petit souci. À chaque fois, c'est lors de la première séance de l'année. C'est une constante. Bon, alors, voilà, c'est réglé. Je vais essayer de retrouver le fil de mon discours. À quoi tiennent-elles, ces différences individuelles qui ne sont pas réductibles à des différences spécifiques, c'est-à-dire des différences qui affecteraient l'espèce dans son ensemble? On peut évoquer au moins 3 pistes. Elles peuvent bien évidemment tenir à l'histoire de chacun. L'homme n'a pas simplement une nature, comme l'abeille, la fourmi, le phacochère ou le tigre. Il a une histoire,
et cette histoire, bien évidemment, le construit. Il est vrai sans doute que ce sont les hommes qui font l'histoire, et il est sans doute vrai, tout autant, que c'est l'histoire, leur histoire parfois, qui fait les hommes. Or, nous n'avons pas tous la même histoire. Il y a donc toute une partie de nous qui est redevable à un passé, à une histoire, que nous n'avons pas nécessairement choisie. Pour une abeille, naître à l'époque de Virgile ou aujourd'hui, naître en Italie ou en Colombie, ça fait sans doute pas beaucoup de différence. Pour un homme, en tant qu'il est un animal historique, naître au temps de Virgile dans une famille patricienne ou naître aujourd'hui dans une famille d'ouvriers ou dans le désert de l'Atlas, ça change beaucoup de choses. Et bien sûr, ces différences sont des différences que nous n'avons pas choisies. Il y a une part de notre histoire sans doute que nous pouvons faire par nos actes, mais il y a une part de notre histoire que l'on reçoit comme un donné avec lequel il faut faire. Dès lors que nous avons une histoire, nous ne sommes pas simplement les représentants individuels d'une espèce générale. Dès lors que nous avons une histoire, eh bien, nous sommes des hommes de telle époque, parlant telle langue, dans lesquelles s'incarne telle ou telle tradition culturelle particulière. Et c'est ce qui fonde précisément cela même qui nous différencie, que nous le voulions ou non, et qui relève de la diversité culturelle. Et je parle ici des diversités culturelles que nous n'avons pas choisies, mais celles qui relèvent d'un patrimoine que nous avons reçu et à partir duquel nous nous construisons. Deuxième domaine possible de cette différenciation entre les individus, bien évidemment la différenciation génétique. Vous savez que la génétique est apparue depuis le début du XXe siècle comme le lieu de production des différences individuelles par transformation d'un héritage biologique. On n'a pas choisi où on est né, on n'a pas choisi quelle langue nous allions parler, de quelle valeur culturelle nous allions être peu ou prou porteurs. Nous n'avons pas choisi, bien évidemment non plus, la couleur de nos yeux, notre stature et la plupart de nos capacités physiques, par exemple, ou intellectuelles. Ces différences génétiques sont des différences déterminées, comme les différences historiques, à ceci près que le déterminisme historique n'est pas tout à fait la même chose que le déterminisme génétique. Et donc, elle me permet d'insister sur un point. Nous sommes porteurs de différences qui nous distinguent les uns des autres, des différences dont nous n'avons pas à nous flatter, des différences dont nous n'avons nullement à nous enorgueillir, parce que, précisément, nous ne les avons pas choisies. Pourquoi me flatter d'être français alors que j'aurais pu tout aussi bien être ailleurs? Pourquoi me flatter d'être un homme du XXe siècle alors qu'il n'y a rien d'autre que le hasard qui m'a fait naître à cette époque plutôt qu'à une autre? Pourquoi me flatter d'être membre de telle famille alors que, bien évidemment, je n'y suis pour rien? Toute différence n'est pas en tant que telle à valoriser. Troisième domaine possible des différences interindividuelles, le caractère. On insiste parfois sur des différences de caractère comme si elles étaient aussi des différences essentielles, c'est-à-dire qu'on essentialise les différences de caractère. Je suis comme ça, c'est ma marque de fabrique, on ne changera pas. Alors c'est vrai que le caractère est souvent le lieu d'une différence irrécusable. De deux jumeaux qui se ressemblent beaucoup, on remarque quand même souvent qu'ils n'ont pas le même caractère et qu'il y a là une manière minimale de les distinguer. Mais alors la question du caractère a ceci de complexe qu'il me semble qu'elle est à la croisée des différences fabriquées et des différences reçues. Bien sûr, sans doute, que mon caractère tient à mon histoire,
à ma génétique, à un certain nombre d'événements que je n'ai pas choisis, qui m'ont durci, ou au contraire qui m'ont rendu confiant, qui ont fait de moi quelqu'un d'impétueux, ou au contraire de patient. Mais bien sûr aussi que mon caractère dépend aussi de ce que j'ai fait de moi. Aristote disait dans l'Éthique à Nicomaque, on a le caractère qu'on s'est forgé. Ce n'est pas parce que je suis alcoolique que je bois, c'est parce que j'ai pris l'habitude de boire, disait Aristote, que je suis devenu alcoolique. Or, bien sûr, ça induit des différences notables. Le caractère permet de déterminer des différences entre les individus, qui sont parfois tout à fait importantes et remarquables. Mais précisément, on est là dans le lieu d'une différenciation qui, tout à la fois, est déterminée et déterminante. Par mon caractère, où le caractère est le lieu à la fois d'une différence subie, rencontrée, non choisie, et d'une différence agie, constituée et faite, j'y reviendrai dans la dernière partie, à partir de mes actes. Alors, puisqu'il y a quand même ici, j'espère, je ne suis pas sûr que l'information soit arrivée jusqu'à eux, mais des étudiants en philosophie, je voudrais rappeler là aussi le lieu d'une autre différence classique dans la tradition philosophique. Son nom va sembler à la plupart d'entre vous, dans un premier temps, à peu près incompréhensible. C'est ce qu'on appelle la forme dans la philosophie d'Aristote. Pour Aristote, toute réalité, quelle qu'elle soit, une statue par exemple, ou un œil, est un composé de matière et de forme. Dit comme ça fait barbare, et si je vous dis qu'en plus c'est ce qu'on appelle l'illémorphisme, ça le fait encore plus. Bon, alors on va laisser tomber l'expression illémorphisme, et on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. La forme ici, chez Aristote, eidos ou morphée, n'est pas le contour de la chose, c'est pas sa configuration spatiale et matérielle. Elle est ce qui lui fait être ce qu'elle est principe de différenciation. Un bout de bois, c'est un bout de bois. Si c'est du chêne, c'est du chêne. Rien ne distingue fondamentalement un bout de bois d'un autre s'il s'agit, l'un comme l'autre, de deux morceaux de chêne. Donnez-lui, informez-le, donnez-lui une forme singulière et faites-en une statue, vous en faites quelque chose de différencié. La forme est, chez Aristote, le premier principe de différenciation, ce qui permet de penser chaque réalité comme différente, non pas par sa matière, qui peut être la même que la matière d'un objet similaire, mais précisément par sa forme, qui n'est pas réductible à son contour. Prenons un autre exemple. Un corps, pour Aristote, c'est bien sûr de la matière. Au niveau matériel, par exemple sur la table d'un biologiste, un corps, c'est un corps. On s'en fiche complètement que ce soit le corps d'un tel ou le corps d'un autre. Et d'ailleurs, on peut résoudre le corps en un schéma anatomique général où on fera abstraction des différences d'âge et on aura le schéma général du cœur, des viscères, des nerfs, du cerveau et tout ce que vous voulez. On peut opérer une réduction au même quand on est simplement dans l'ordre du corps biologique. Mais Aristote nous dit qu'il n'y a pas seulement le corps comme matière, il y a la forme du corps. Et là, vous êtes surpris, ce qu'il appelle la forme du corps, ce n'est pas son volume spatial, en forme de poire, par exemple. La forme du corps ici, c'est ce qui en fait le corps, non plus un corps comme les autres, mais le corps de Marcel ou d'Arlette. Ce qui en fait un corps particulier, différent des autres. Bref, ce qui fait que ce corps, ce n'est pas seulement un corps, c'est Arlette ou c'est Marcel. Dans le vocabulaire d'Aristote, la forme du corps, c'est son âme, le principe de vie en lui, qui lui permet de se déployer comme, non pas comme n'importe quel corps, semblable à tous les autres, mais comme tel corps particulier, c'est-à-dire comme telle personne particulière. Bref,
La forme, dans le vocabulaire d'Aristote, individualise la matière, et en individualisant la matière, elle la différencie. Si vous voulez, Aristote, contrairement à ce qu'on dit parfois, n'a pas seulement pensé la différence comme différence spécifique. Il ne s'est pas simplement intéressé à ce qui distingue l'homme des autres vivants. Il s'est demandé aussi ce qui distinguait un homme d'un autre homme. Et dans le vocabulaire qui était celui de son temps, il a appelé ça l'âme, qu'il ne faut pas confondre, si vous voulez, avec ce qu'on appelle par ce nom dans la tradition chrétienne, par exemple. L'âme, chez Aristote, en étant principe de vie, est en même temps principe d'action. Elle est ce à partir de quoi je construis, en vivant de façon singulière, une différence qui me constitue dans ma singularité. Du coup, on peut avancer notre réflexion et se demander maintenant, non plus, qu'est-ce qui fait de moi un homme, mais aller plus loin dans la question, qu'est-ce qui fait de moi tel homme? Parce que le problème, c'est dire que l'âme, comme forme du corps, est principe élémentaire de différenciation. Ça suppose bien évidemment que ce qui fait de moi un vivant soit en même temps ce qui fait de moi un agent. Que j'agisse, puisque ce sont mes actes qui vont faire la différence. C'est parce que je vais boire que je vais devenir alcoolique. C'est parce que je vais accomplir des actes généreux que je vais devenir quelqu'un de généreux. À la différence de quelqu'un qui aura pris l'habitude d'être sobre, mais égoïste, par exemple. Ce qui veut dire que la différence n'est jamais une sorte d'abstraction formelle, elle se constitue concrètement toujours dans un espace social particulier. Ça va être ma deuxième partie, le jeu social de la distinction. Comment les différences se constituent-elles dans le jeu social lui-même? Mon problème, ou notre problème, parce que je crois qu'il est celui de chacun d'entre nous, vous le connaissez bien, c'est que nous existons parmi d'autres individus, dans lesquels, normalement, nous reconnaissons aussi des hommes, des individus qui sont comme moi, dans le sens où eux aussi sont des moi. Disons-le simplement, autant j'ai conscience de ma différence, je suis moi et pas un autre, je ne suis pas réductible à autrui, je ne suis pas substituable. Il a fallu toute la perversité du totalitarisme pour inventer l'homme parfaitement substituable, absolument identique à tout autre et remplaçable par n'importe lequel. Dans une société fonctionnelle, eh bien, chaque moi s'accroche à cette différence à partir de laquelle il s'identifie, il pose son identité singulière. Je ne suis pas comme les autres, sans quoi je ne serais pas même un moi, sans quoi je ne pourrais pas même dire moi. Mais le problème, c'est que ces autres, qui ne sont pas moi, sont eux aussi des moi, qui prétendent à la différence et à la singularité. Et s'ils me reconnaissent comme homme, c'est à partir de ce moi singulier qu'ils sont, à partir de cette singularité particulière qui est la leur. Autrui est à la fois un autre que moi et un autre moi. Un moi qui n'est pas tout à fait moi. Il est le lieu d'une singularité irréductible, à partir de laquelle seul il est possible de reconnaître ma singularité propre. L'absolue singularité d'autrui a quelque chose d'insupportable. L'enfer, c'est les autres. Elle est absolument indispensable malgré tout pour que je puisse prendre conscience de ma propre singularité. Il y a donc ici une tension paradoxale. J'ai besoin, pour satisfaire aux exigences de ce qui fait de moi un animal social,
de reconnaître les autres comme mes semblables. J'ai besoin de les reconnaître comme les mêmes parce que je ne peux être rassuré, excusez-moi, par le regard que jette autrui sur moi quand il me confirme dans mon humanité, qu'à la condition que moi, je le reconnaisse déjà comme humain. Bref, c'est toujours de mes semblables que j'aspire à être reconnu à la fois comme semblable et différent. Une reconnaissance qui me vient de mes pairs est plus intéressante d'une reconnaissance qui me vient de ceux qui ne sont pas mes pairs. Bon. Mais en même temps, j'ai besoin, pour satisfaire aux exigences de l'être soi, de me reconnaître comme différent. Deux exigences qui semblent presque inconciliables. J'ai besoin d'être socialement reconnu comme le même, j'ai besoin d'être individuellement reconnu comme un autre. Il faut, pour me reconnaître comme homme parmi les hommes, c'est-à-dire comme un vivant qui ne peut accomplir son humanité que dans l'espace social, il faut que je me reconnaisse et que je sois reconnu tout à la fois comme le même et comme un autre. Si mes semblables ne me reconnaissaient que comme le même, il y aurait là ce que j'appelle une réduction à l'espèce. Et vous savez que espèce de, c'est toujours le commencement d'une insulte. Mais si j'étais reconnu simplement comme différent, et absolument pas comme le même, je ne pourrais pas non plus déterminer la singularité de ma position sociale, ou mieux que ça, de ma position métaphysique. Je ne peux d'abord poser ma différence qu'avec d'autres, en qui je reconnais d'abord des comme moi. Et c'est avec ceux en qui je reconnais des comme moi que je peux me distinguer de ceux qui ne sont pas comme nous. Il y a une sorte de malédiction de la vie sociale, c'est que la prise de conscience de la différence se construit toujours d'abord sur fond d'une identité commune, partagée avec d'autres. Je ne diffère pas d'abord de Pierre, de Paul, de Jacques ou Jean, je diffère des pas comme nous. Je diffère de ceux qui ne font pas partie de la même classe sociale, de la même population, de la même tradition religieuse, etc. Bref, il se passe quelque chose d'assez étonnant, et en même temps de bien connu, mais de difficile à penser, c'est que socialement, la différence est d'abord un effet de groupe. C'est ensemble que nous nous distinguons. L'enfant qui fait partie d'une bande de copains, c'est avec cette bande de ses semblables qu'il apprend à se distinguer des enfants qui font partie d'autres bandes ou d'autres groupes. Et bien évidemment, ce n'est pas le propre de l'enfance, ça survit à l'âge adulte. Cet effet social d'une différence construite au prix d'une identification au groupe, c'est ce que j'appelle non pas la différenciation, mais ce que j'appelle la distinction. C'est un terme que j'emprunte à la sociologie de Pierre Bourdieu. Cette différence-là est une différence socialement construite, c'est-à-dire qu'elle est construite avec d'autres. Et vous comprenez bien que cette différence socialement construite est en même temps une ressemblance. Si je diffère de ceux qui ne sont pas comme moi, c'est parce que je ressemble à ceux qui sont comme moi. Si je ne suis pas comme, je dis n'importe quoi, ces plous qui écoutent du rap, c'est parce que moi, je fais partie du groupe de ceux qui écoutent de la techno. Si je ne suis pas comme ceux qui vont au cinéma voir des films américains, c'est parce que moi, je fais partie de ceux qui vont voir au cinéma des films d'art et d'essai. Et par là même, je suis quelqu'un de distingué, moi, au moins. C'est-à-dire à la fois de distinct, je ne suis pas comme eux, et cette distinction, cette différence est immédiatement vécue comme une plus-value, c'est-à-dire, non content de ne pas être comme eux, il faut bien que j'imagine, ou que je crois, que je suis davantage qu'eux. La distinction, sociologiquement, n'est pas seulement
ce qui me différencie de ceux qui ne sont pas comme moi, mais ce qui va faire de moi quelqu'un de distingué. La différence portée en étendard comme une plus-value. Ne pas être comme les autres, c'est fondamentalement, bien évidemment, être mieux qu'eux. Il ne manquerait plus quand même qu'on soit pire. Il y a d'ailleurs une anecdote que j'ai peut-être déjà racontée ici, je ne me souviens plus, mais que j'emprunte justement à Pierre Bourdieu. C'est l'histoire qui éclaire bien cette figure de la distinction sociale. C'est la façon dont la mini-jupe s'est popularisée. Dans une conférence qui s'appelle « Haute couture et haute culture », il a le sens du titre et de la formule. J'ai lu ça il y a longtemps, je vais essayer de ne pas dire de bêtises, mais il nous dit que la mini-jupe, il n'y a aucun rapport, mais bon, il y a une petite différence entre la philosophie et la mini-jupe quand même, oui. C'est qu'en philosophie, on ne montre pas tout. Eh bien, il nous dit que la mini-jupe est apparue au début des années 60, bien avant 1968. Ce n'est pas du tout un effet de la libération des mœurs des années 68. Elle est apparue au milieu des années 60 dans les milieux de la bourgeoisie parisienne. Pas du tout dans les classes populaires. Absolument pas. Et justement, dans ces milieux bourgeois parisiens, porter la mini-jupe, c'était se distinguer des paysannes, des ploucs, qui avaient les jupes longues, dont on voyait même pas les genoux. C'était donc un signe de distinction que de pouvoir montrer ses jambes, alors que la plèbe, le vulgaire, peinait à montrer ses genoux. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a eu beaucoup de succès, et Bourdieu signale avec malice que la mini-jupe s'est mise à quitter les quartiers chics du 16e arrondissement pour se retrouver sur les cuisses des jeunes filles des corons de Béthune. Ça s'est popularisé, ça a eu du succès. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? La jupe qui était signe, la mini-jupe qui était signe de distinction est devenue quelque chose de commun. Tout le monde portait la mini-jupe. Quelques mois plus tard, les jeunes filles du 16e arrondissement renonçaient à la mini-jupe parce que ça ne peut pas faire distinguer d'être habillé comme les autres. Cette différence portée en étendard comme signe de distinction perdait toute signification majeure. Elle cessait d'être une différence significative ou le signe d'une plus-value sociologique. Ce qui faisait distinguer, quelques mois plus tôt, ou quelques années plus tôt, je ne sais pas exactement quelle est l'échelle de ce genre d'événement, ce qui faisait distinguer, soudain faisait vulgaire. Je crois qu'on pourrait dire à peu près la même chose de tous les signes d'appartenance. Cela même qui me permet d'exhiber ma différence est cela qui ne signifie plus rien dès lors que je suis victime de son succès. Si nous allions tous à l'opéra, ce serait vulgaire d'aller à l'opéra. Or, j'espère que vous n'êtes pas trop nombreux à y aller. Le paradoxe, c'est que le souci de se distinguer, c'est ça la distinction, faire distinguer, être distingué, vire ici au conformisme tribal, à une mimétique de groupe qui fait de ma singularité une singularité incluse et non pas une originalité. Je suis singulier au sein du groupe de ceux qui sont comme moi et qui portent les mêmes signes sociaux. C'est-à-dire que, en même temps que je porte en étendard ma différence culturelle, par exemple, je ne la porte en étendard qu'au sein d'un groupe dont je reproduis mimétiquement les comportements et les valeurs. Du coup, une telle façon de jouer socialement sa différence interdit en réalité toute originalité. On n'est jamais très original quand on joue le jeu d'une mimétique tribale. La figure de l'original est donc une figure autre que celle-ci. Ce n'est pas la figure du distingué, de l'homme ou de la femme distinguée. Elle est la figure de celui qui détonne au sein d'un groupe auquel il n'est pas pleinement inclus. Il n'est pas vraiment classable. D'accord, comme nous, c'est un aristo, mais il ne se comporte pas tout à fait comme nous. D'accord, c'est un type cultivé,
Mais enfin, c'est bizarre, je l'ai entendu avant-hier écouter du hard rock. Bon, il n'y a plus personne qui écoute ce genre de choses, j'imagine, hein, mais bon. Or, vous remarquerez sans difficulté que cette originalité que j'évoque là, elle peut tout aussi bien être célébrée que regardée avec suspicion. Quand vous dites de quelqu'un « c'est un original », ben on ne sait pas très bien, sauf à vous regarder de près, mais ça laisse indéterminé et incertain la signification de votre propos. Est-ce que vous voulez dire péjorativement qu'il est quand même bizarre ce type, hein, qu'il nous casse un peu les pieds? Ou est-ce que vous voulez dire de manière plutôt laudative que c'est vachement bien qu'il soit un original? La même formule, c'est un original, peut être portée au crédit ou au débit de quelqu'un. Du coup, ça nous permet peut-être d'essayer de penser ce qu'on pourrait appeler le non-conformisme. Et on voit bien que le non-conformisme a toujours quelque chose de gênant dans un groupe. Le non-conformisme, c'est l'attitude particulière de celui qui, au sein d'un groupe dans lequel il se reconnaît et au sein duquel il est reconnu, détonne par ses pensées, ses actes, ses propos ou ses mœurs. Il ne faut pas confondre le non-conformisme et l'anticonformisme. Ce sont deux choses très différentes. Le non-conformisme est une façon d'exister qui n'exige pas une identification totale au comportement du clan. D'accord, je suis un aristo, mais enfin, je ne me comporte pas exactement comme ceux de mon groupe. D'accord, je suis un étudiant à l'école de management, mais enfin, bon, on va imaginer que vous ayez obéi à l'injonction, que vous soyez tous différents et donc tous non-conformistes. L'anticonformisme, c'est autre chose. C'est une façon d'exister à partir d'une opposition qui est encore une façon de se référer à ceux dont on prétend se distinguer. Au fond, l'anticonformisme est un conformisme en miroir. Je surjoue ma singularité et ma différence en me définissant en opposition à ce par rapport à quoi, ou ce à quoi je refuse de me conformer. Il n'y a pas de différence majeure entre le conformiste et l'anticonformiste, puisque dans les deux cas, c'est encore par rapport à un point extérieur que je prétends construire mon identité. Du coup, on arrive à ma troisième question, à mon troisième mouvement. Comment penser une différence qui puisse vraiment être construite, qui puisse vraiment être assumée sans être réductible à un jeu social, parfois quand même vaguement ridicule, il faut bien l'avouer. Comment construire et assumer, non pas simplement une différence, comme si l'important c'était de différer, mais sa différence, comme si l'important c'était d'être soi, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Troisième mouvement de mon propos, par conséquent. Une différence que je puisse assumer, reconnaître comme mienne, c'est une différence qui ne doit pas, ou qui ne peut pas, être simplement reçue. Une différence que j'aurais simplement reçue de la société, de l'histoire ou d'un accident, ne suffit jamais à m'identifier, à faire de moi un individu singulier. Et pour une raison très simple, c'est que rien de ce qui m'arrive, ne suffit à me constituer comme sujet, comme un moi singulier et original. Je ne suis jamais réductible à ce qui m'est arrivé. Ce qui fait celui que je suis, ce n'est pas ce qui m'est arrivé, c'est ce que j'ai fait de ce qui m'est arrivé. Je vais essayer de donner à cette formule peut-être un peu tendue un sens aussi clair que possible. Prenons 3 exemples. Imaginons, ce n'est pas mon cas, hein, que je sois né aristocrate. Ça ne permet pas en soi de m'identifier en ma différence singulière. Ce qui me permettra de savoir comment assumer cette différence, moi qui suis né aristocrate quand la plupart ne le sont pas, eh bien c'est la question, qu'est-ce que je fais de ce statut social? Qu'est-ce que je fais
de ce qui m'est arrivé et que je n'ai pas choisi. Et c'est en allant au bout de cette question et des attitudes qu'elle engage que je pourrai construire une différence qui sera significative parce que je pourrai l'assumer. Autre exemple, imaginons que j'ai eu un accident qui m'a laissé handicapé. Cette différence en elle-même n'est pas significative. Bien sûr qu'elle est une différence, ça, d'accord. Mais tant qu'elle est simplement de l'ordre de ce qui m'est arrivé, elle ne signifie rien. Et il y aurait quelque chose d'éminemment réducteur à me réduire précisément à mon handicap. Ah, c'est le paraplégique. Bon, d'accord. On sait bien que là aussi, il y a bien reconnaissance d'une différence, mais sur un mode qui a quelque chose d'inacceptable. La question, s'il m'est arrivé d'être handicapé, n'est pas suis-je un handicapé? Enfin, si, c'est une bonne question, mais enfin, la réponse est simple, non, je ne le suis pas. La question de qu'est-ce que je fais de mon handicap? C'est-à-dire, je ne peux assumer ma différence, la porter avec moi et me construire par rapport à elle qu'à la seule condition d'avoir le courage, terriblement difficile sans doute dans ce cas-là, de me poser cette question, qu'est-ce que je fais de mon handicap? Est-ce que je vais passer le reste de ma vie à me morfondre et à pleurer? Ou est-ce que je vais rallier les 5 continents à la nage, comme Philippe Croizon, par exemple? Là, la question de la différence devient importante. Non pas quelle différence a-t-il, mais à partir de cette différence qui est la sienne, que fait-il de lui-même et de ce qu'il est? Que fait-il de sa propre différence? Dernier exemple. Je suis jeune, vous comprenez que c'est qu'un exemple tout à fait imaginaire. Qu'est-ce que je fais de ma jeunesse? Ce n'est pas un statut essentialisable, la jeunesse. Il n'y a pas ceux qui sont jeunes, tous les mêmes, et ceux qui ne le sont pas, tous des vieux. La seule question, c'est qu'est-ce que je fais de ce que je n'ai pas choisi? Je suis jeune, tant mieux, je n'ai pas choisi, mais c'est bien comme ça. Qu'est-ce que je fais de ma jeunesse? Et justement, j'évoquais tout à l'heure le caractère insultant de toutes les propositions qui commencent par espèce de jeune, espèce de vieux, espèce de con, tout ce que vous voulez, bon, peu importe. Hein. C'est toujours insultant parce qu'il y a une réduction au même négatrice de toute différence individuelle. Mais justement, on échappe à la logique de l'espèce et à la loi incluante de l'espèce chaque fois qu'on refuse soi-même de s'identifier à l'espèce à laquelle pourtant on peut reconnaître appartenir. Je peux assumer le fait d'être un aristocrate tout en allant jusqu'au bout de cette question, comment est-ce que je vis ce statut particulier et un peu détonnant dans la France d'aujourd'hui? Je peux très bien assumer le fait d'être jeune en me demandant sérieusement ce que je fais de ma jeunesse. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que ma différence, encore une fois, deviendra significative. Bref, il n'y a de différence vraiment signifiante que celle qui est agie. C'est peut-être d'une certaine manière ce que veut dire Sartre quand il écrit que l'homme est la somme de ses actes. Formule approximative, hein, je ne vais pas épiloguer, je ne vais pas la développer, mais cette idée, au fond, que je ne suis pas d'abord ce qui m'est arrivé, je ne suis pas ce que j'étais destiné à être par nature, je suis ce que j'ai fait de moi par les actes que j'ai posés. C'est donc la singularité de mes actes qui me spécifie comme individu singulier, et du coup le mot spécifié est utilisé de manière approximative, qui m'identifie comme individu singulier. Mais cette formule sartrienne, l'homme est la somme de ses actes, reste un slogan peu intelligible si on ne pense pas un peu sérieusement la nature de l'acte. Au fond, allons au bout du questionnement. Pourquoi un acte a-t-il une puissance d'identification, ou si vous préférez, ça revient exactement au même, de différenciation? Comment se fait-il que l'acte, qu'est-ce que c'est que l'acte, pour qu'il ait cette vertu singulière d'être le lieu possible de construction d'une différence significative? Qu'est-ce qu'agir? Là, je vais m'appuyer sur quelqu'un dont le nom fait peur quelquefois, mais ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être si compliqué que ça, c'est Hegel.
Hegel fait une remarque dans les principes de la philosophie du droit qui me semble tout à fait essentielle. Il dit en gros que mes actes sont plus proprement miens que mes biens. Pourquoi ? C'est toujours tentant de se définir par rapport à ce qu'on a, de se définir par rapport à ses biens. Moi, je suis vachement différent des autres. Je vis dans un château, j'ai une Ferrari Testarossa. Je sais pas, 3 maîtresses et 2 bergers allemands. Bon, voilà, très bien. Ça fait une différence absolument notable. Bon, très bien. Le problème, c'est aussi une tendance lourde de définir les gens parce qu'ils ont « Ah, lui ! Celui qui a la maison là-haut sur la colline. Ah, elle ! Ouais, celle qui avait une belle robe bleue. » Bon, ça a un côté pratique. Bon, très bien. Que personne d'entre vous ne se sente visé. J'ai vu aucune jolie robe bleue dans la salle. Hein, bon. Bon, ça a un côté pratique, mais ça a un côté bien évidemment tout à fait insuffisant, puisque en même temps, nos biens ont ce site particulier qu'ils peuvent très bien nous être retirés. Je peux les perdre, je peux les jeter, je peux les donner, je peux les vendre, ils peuvent m'être volés. Mes biens ne sont pas mes biens ad vitam aeternam. Donc ils ne sont pas pleinement identifiables à moi, et je ne suis jamais, Dieu merci, pleinement identifiable à eux. En langage technique, mes biens peuvent toujours être aliénés. Et je ne peux pas m'identifier à quelque chose qui peut être aliéné, vendu, volé ou perdu, par exemple. En revanche, avec mes actes, il se passe quelque chose de particulier. Au sens quasiment propre, ils me collent à la peau. Ce que j'ai eu, je ne l'aurai pas à jamais. Un jour, il faudra bien le lâcher. Mais ce que j'ai fait, à jamais, je l'aurai fait. Que ce soit mal ou que ce soit bien, il y a dans mes actes quelque chose d'ineffaçable et d'indélébile. Même le pardon n'efface pas la faute, il suspend la colère, c'est tout. J'ai volé, à jamais il sera vrai que ce jour-là, j'ai volé. J'ai fait ce qu'il fallait pour aider un ami à déménager, à jamais il sera vrai que ce jour-là, j'ai aidé un ami à déménager. Les actes les plus simples, c'est terrible quand on y pense sérieusement, il ne vaut mieux pas y trop y penser d'ailleurs, hein. Les actes les plus simples sont lestés d'éternité. Les simples paroles que je suis obligé d'assumer là devant vous, elles ont un poids d'éternité, comme votre attention, comme votre écoute. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, il faut faire attention à ce qu'on fait, parce que nos actes, effectivement, nous collent ontologiquement, métaphysiquement, oserais-je dire, à la peau. Mais là encore, il faut aller plus loin, mais pourquoi ? Comment ça se fait ? Pourquoi nos actes sont-ils plus nôtres que nos biens ? Pourquoi ce que je fais me définit-il en ce que je suis bien mieux que ce que j'ai ? Pourquoi est-ce par mes actes que je me constitue fondamentalement comme différent ? J'avais commencé par Aristote, à qui je dois beaucoup pour ce propos. Je vais finir par lui. Quand je dis je vais finir cette partie. Non, vous allez encore me supporter quelques minutes. Et là aussi, il y a une différence conceptuelle que pose Aristote, que j'ai peut-être aussi déjà évoquée lors d'autres conférences, mais qui est absolument essentielle. Il ne faut pas croire que ce qui est vieux est vétuste. C'est la différence entre praxis, chez Aristote, alors excusez-moi, il n'y a pas vraiment de mots français qui correspondent à ces 2 termes grecs, et poiesis, 2 verbes, si vous voulez, praktein, qui en général on traduit par faire, agir, et puis poiein, qui veut plutôt dire quelque chose comme fabriquer. Bref, l'ordre de l'action pour Aristote, c'est l'ordre de la praxis. L'ordre de la poiesis, c'est quoi ? C'est simplement ce par quoi un agent, quel qu'il soit, est capable de transformer une matière. Mais cette transformation de la matière, l'animal aussi peut poiein, pas de problème. Cette transformation de la matière laisse l'agent inchangé. Elle ne l'affecte pas. Il reste le même, conforme à son espèce, une fois qu'il a transformé le monde. L'hirondelle qui a fabriqué son nid reste fondamentalement une hirondelle, un représentant de son espèce. Aristote nous dit qu'il y a en l'homme une faculté
distincte de l'animal, bien sûr qu'il est aussi capable de poiein, de fabriquer. Aristote était convaincu que l'esclave qui transforme la matière ne sort pas fondamentalement inchangé de la matière qu'il a transformée, il est dans l'ordre du poiein, de la fabrication. Ça ne change pas grand-chose à sa nature. Bon, je passe là-dessus. Mais l'homme, en tant qu'homme, est capable d'autre chose, il est capable de praxis, nous dit Aristote. Et bon, je me souviens ici de mes vieilles leçons en cours de philosophie à Strasbourg. J'ai retenu ça à peu près par cœur. J'entends encore ma prof de philo me dire, parce que j'avais confondu les deux, mais c'est quand même pas compliqué. La praxis, c'est ce qui fait que l'action ne transforme pas seulement la matière sur laquelle on a agi, mais transforme en retour l'agent lui-même. Je me suis répété 10 fois pour être sûr de bien le retenir, ce qui me permet de vous le dire aujourd'hui. Ça veut dire au fond que la praxis, elle ne modifie pas d'abord le monde, l'action, si vous préférez. En modifiant le monde, en le transformant, elle nous transforme lui-même. Elle nous transforme nous-mêmes. Je prends des exemples simples. En m'entraînant durement pour courir le 10 000 mètres en moins de 30 minutes, je progresse. En essayant de vivre de manière plus généreuse, d'être davantage sensible aux besoins de mes proches, de ceux qui le sont moins, je deviens plus généreux. En travaillant mes cours de philosophie ou de management, je deviens un meilleur étudiant. Je me fais donc être par mes actes sur un mode singulier qui va pouvoir me distinguer des autres. Celui qui agit, qui fait, qui crée, qui invente, sort modifié de ce qu'il a fait. Ça veut donc dire qu'une différence significative est une différence dont je peux, voire dont je dois, être l'auteur. Elle est significative, c'est-à-dire qu'elle est ma différence, parce qu'elle résulte effectivement et réellement de ce que j'ai fait. Mais tout de suite, on bute à nouveau sur un nouveau problème, c'est sur le sens courant de l'expression « faire la différence ». Le sens courant implique l'idée d'une supériorité. Il a fait la différence, il a pris 3 longueurs d'avance. Ou ça y est, Nadal a fait la différence, il a fait le break. Bon, très bien. Ça veut dire que nous sommes toujours tentés de considérer la différence comme étant d'emblée une plus-value qui nous permet non seulement d'être différents, mais d'être supérieurs. Et je crois que quand on appréhende la différence seulement comme une sorte de plus-value quantitative, on se fait piéger, on passe à côté du plus important. Et le plus important, c'est quoi? Mais c'est que toute différence est d'abord qualitative. Je vais reprendre mon exemple tennistique. On a passé l'été à me dire que je dois vachement bien aimer le football parce que je parle sans arrêt du football aux conférences de l'EM. Donc j'ai décidé de changer. Cette année, je vais vous parler 8 fois du tennis. Bon, voilà. 8 fois parce qu'il y aura 8 conférences cette année. Qu'est-ce que je veux dire par là quand je dis que toute véritable différence est qualitative? Je vais prendre un exemple très simple. Quand Nadal bat Djokovic, ça arrive de temps en temps, n'est-ce pas Christelle? Quand Nadal bat Djokovic, ce n'est pas du tout parce qu'il fait du Djokovic en mieux. Là, il serait à peu près sûr de perdre. C'est précisément parce qu'il fait du Nadal. S'il essayait de faire mieux que ce que Djokovic fait bien, on va essayer d'arrêter les familiarités, il est à peu près certain qu'il perdrait. Ce qui lui permet de faire la différence est précisément une différence assumée. Il ne cherche pas à faire du Djokovic en mieux, il fait du Nadal. Vouloir faire mieux que les autres ce que les autres font bien, c'est rester prisonnier de leur schéma et de leurs standards. C'est rester enlisé dans une conception simplement quantitative de la différence qui, au bout du compte, devient pauvre et risque très vite, paradoxalement, ironiquement ou tragiquement, de virer au conformisme. Les vraies différences sont qualitatives, elles ne sont pas quantitatives. L'enjeu d'une différence n'est pas de faire mieux
que les autres. C'est pas ça qui est intéressant dans la logique de la différence. L'enjeu d'une différence, c'est de faire ce que les autres ne font pas, de faire ce qu'ils ne proposent pas, de faire ce qu'ils n'ont pas même l'idée de faire. Or, bien sûr, ça nous donne du grain à moudre, c'est compliqué, mais rien de véritablement intéressant n'est facile. Du coup, je pense qu'on est parvenu au point où je vais pouvoir conclure, avant de vous laisser la parole. Certains d'entre vous sont là au nom d'intérêts qui ne sont pas strictement philosophiques, mais qui sont sans doute ceux du management, par exemple. Au niveau de l'entreprise, je crois qu'on voit bien certaines implications. Qu'est-ce qui est le plus pertinent? Faire mieux ou faire autre chose? Le problème, vous le voyez bien, c'est que dès lors qu'on est capable de différer, et ça, c'est pas très compliqué, on prend le risque d'être copié, imité ou reproduit. Le drame de la différence, c'est qu'elle est toujours absorbable dans de nouveaux comportements standardisés. C'est par exemple ce qu'on appelle la mode. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Toute différence est absorbable dans des comportements standardisés. Mais il y a aussi une bonne nouvelle. C'est qu'il y a dans toute différence authentique, je dis bien authentique, assumée, et non pas simplement subie, non pas portée en étendard, mais vécue profondément. Il y a dans toute différence authentique quelque chose que l'on peut peut-être singer, mais qu'on ne peut pas reproduire. Et c'est précisément ça, j'avais laissé ce concept en suspens tout à l'heure, que j'appelle l'originalité. L'originalité en chacun de nous est ce qu'on peut singer, mais qu'on ne peut jamais reproduire. Et du coup, toute imitation, ici, tourne assez facilement au grotesque et au caricatural. Du coup, c'est bien la bonne nouvelle, parce que contre tous les réductionnismes un peu faciles, un homme ce n'est jamais qu'un homme, un patron ce n'est jamais qu'un patron, un étudiant ce n'est jamais qu'un étudiant, tous les mêmes, bon, d'accord. Contre tous les réductionnismes paresseux, on peut effectivement affirmer avec William James que s'il y a peu de différence entre un homme et un autre, c'est effectivement cette différence qui est tout. Et pourquoi? Mais parce que notre humanité a quelque chose de particulier, c'est qu'elle ne nous est pas donnée comme un programme à réaliser. On n'est pas des machines. Elle nous est donnée comme une aventure à vivre, à bâtir, à partir des actes dont nous sommes susceptibles d'avoir le courage. Être un homme, ce n'est pas se conformer à un modèle humain, fût-il idéalisé, par mimétisme. Pour un philosophe, vouloir penser comme Platon, ce serait prendre le risque, dans le meilleur des cas, d'être un épigone, un pâle imitateur un peu saugrenu, dans le pire des cas, et le plus probable, d'être simplement pathétique. Être un homme, ce n'est pas se conformer à un modèle humain par mimétisme. C'est avoir la tâche infinie, toujours à reprendre, d'inventer une manière d'exprimer ce qu'un homme peut faire d'une humanité toujours à faire et à refaire. Le discours de la différence ne peut tenir que parce que l'homme est susceptible infiniment de différer de lui-même. De telles différences vécues avec authenticité, me semble-t-il, peuvent être des différences sans après. Nul besoin de les porter en étendard. Nul besoin de les exhiber. Une vraie différence n'a pas besoin de l'ostentation. Elle fait sens et elle fait signe par elle-même. Une différence avec laquelle on est suffisamment à l'aise pour la vivre et non pas pour la proclamer sur tous les toits.
Mais au fond, cette différence n'est véritablement importante que dans la mesure où elle est véritablement le lieu d'une ouverture possible. Il y a des différences qui font des murs, il y a des différences qui sont l'occasion d'un mépris de l'autre, d'un avilissement de l'autre. Ah, celui-ci, comment peut-on être persan ou tout ce que vous voulez? Il y a des différences, au contraire, qui sont la condition d'une ouverture possible. Quand à partir de ma propre différence, je peux m'ouvrir à ce qu'il y a de signifiant dans certaines différences d'autrui. Pas toutes. M'ouvrir, à partir de cette ouverture à moi-même, m'ouvrir aux autres, m'ouvrir au monde. Et donc, ce que je voudrais vous dire, pour terminer, c'est qu'il importe moins, me semble-t-il, de différer d'autrui, ce qui relève toujours d'un jeu social un peu surfait, que d'apprendre à différer de soi. De ce soi que nous avons tendance à stratifier, à scléroser. Et c'est quand nous sommes capables d'abord de différer de nous-mêmes, voire de différer de nos propres différences, que nous sommes capables d'ouvrir au-delà de nous-mêmes des espaces d'humanité où nous pouvons accueillir comme une grâce la différence d'autrui. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et chose promise, chose due, il nous reste 25 minutes, quasiment, voire complètement, pour simplement nous entretenir ensemble. Je le redis à chaque fois, vous n'êtes pas là devant moi comme des élèves qui doivent timidement poser des questions au maître, absolument pas, mais comme des partenaires d'un dialogue avec qui nous allons ensemble essayer de réfléchir et de poursuivre ce que j'ai essayé d'évoquer. Or, le plus dur, c'est toujours la même chose, c'est toujours le premier qui se lance, après ça va tout seul. Alors, je crois qu'on a changé de porte-micro cette année, c'est bien ça? Ouais. Ah oui. Je vous ai tellement assommé que vous n'osez plus rien dire. Ah, ça y est. Je crois qu'on vous entend pas. Ah, voilà le micro. Merci. Ça fonctionne, oui. Je peux peut-être apporter un petit témoignage dans ce sens. Je suis directeur d'un pôle d'établissements médico-sociaux, donc le handicap me parle, quand vous preniez ces exemples-là. Et je vis au quotidien le paradoxe que vous avez illustré tout au long et de manière magistrale, qui est justement travailler dans le domaine de la différence des personnes et en tant que manager, toujours être concerné par ce qu'on appelle aujourd'hui la démarche qualité. Et qui est quelque chose de l'ordre de l'uniformisation, et puis je ne le développe pas en tant que tel. Le propos que j'ai toujours, ne faisons pas de démarche qualité, mais faisons une démarche de qualité, ce qui rejoindrait votre philosophie. Je vous remercie beaucoup, rien de particulier à rajouter, je crois qu'un témoignage à ce site particulier qu'il parle toujours par lui-même et de lui-même. Et je crois que c'est toujours bien effectivement de se demander, face à un discours qui n'est philosophique qu'à manipuler des concepts, effectivement, comment ça nous parle et comment ça rejoint ce que nous pouvons vivre au jour le jour. Et vraiment pour ça, je vous remercie de votre témoignage. Même s'il n'y a pas de questions, je vous garde jusqu'à 8 heures. Donc, oui. Bonjour. Bonjour. Donc, je voulais revenir sur un point quand vous avez développé chez Hegel le fait qu'on n'était pas ce qu'on avait, mais plutôt ce qu'on faisait. C'est dit peut-être dans ce sens-là. Je voulais savoir quel statut du corps on peut donner. Puis en fait, est-ce que le corps il doit être considéré comme un bien? On peut nous l'aliéner, on peut nous enlever les membres, mais en même temps, c'est aussi notre puissance d'agir. C'est grâce au corps qu'on peut s'exprimer. Donc, il y a aussi, je pense, je voulais savoir quel statut on peut donner finalement au corps
c'est le principe du handicap et c'est aussi le handicap qui nous empêche d'agir, de nous exprimer. Donc, Oui, c'est une très très bonne question, hein. Je crois la comprendre et je l'apprécie, hein. Oui. Vous savez, il y a un slogan bien connu qui est apparu dans les années 68, hein, qui était « Mon corps m'appartient » ou « Notre corps nous appartient ». Bon, il faut toujours se méfier des slogans. La question est de savoir comment il nous appartient. Et ce qui est sûr, c'est qu'il ne nous appartient pas comme une chose que l'on a. Et s'il ne nous appartient pas comme une chose que l'on a, c'est parce que, de manière manifeste, je suis mon corps. Et mon rapport à mon corps n'est pas celui à ma voiture, hein. Comme disait Descartes, je ne suis pas logé dans mon corps comme un pilote dans son navire, quoi. Donc mon corps n'est pas une sorte de bien aliénable dont je pourrais disposer à ma volonté. J'entretiens avec lui un rapport singulier, qui est si singulier d'ailleurs que mon rapport à mon corps est mon rapport à moi-même. Bon. Et du coup, vous voyez là quelque chose d'essentiel. Mon corps n'est appropriable, c'est-à-dire n'est susceptible de devenir mon corps. Vous savez, il y a des pathologies dans lesquelles je ne reconnais plus mon corps comme le mien. C'est terrible, hein, du point de vue médical. Heureusement, ce n'est pas le cas ordinaire. Bon. Et quand tout va bien, eh bien, je fais de ce corps, qui est le mien, si vous voulez, enfin de mon corps, à m'en parler. Mais pour faire de mon corps, il faut que je me l'approprie, c'est-à-dire que je le rende propre à moi-même. Et je ne peux le rendre propre à moi-même, vous l'avez très bien compris, donc je ne fais que développer ce que vous avez senti, me semble-t-il, et ce que vous avez dit. Je ne peux véritablement me l'approprier, me le rendre propre à moi-même, que par les actes qui sont les miens. Mais en même temps, parce que je ne peux agir qu'à partir, bien évidemment, de ce corps que je suis, et non pas simplement de ce corps que j'ai. Mais du coup, en retour, mon corps est en quelque sorte modelé et façonné par mes actes. Être alcoolique, c'est pas simplement, sur un plan simplement psychique, aimer boire plus que de raison. C'est aussi faire de son corps un corps avec 0,8 g, quoi. Je sais pas, c'est beaucoup 0,8 g? C'est beaucoup, c'est pas beaucoup, je ne me rends pas compte. C'est beaucoup quand même? Bon, allez, 2 grammes. Bon, comme ça, là, 2 grammes, je suis sûr que c'est beaucoup, hein. C'est-à-dire que, bien évidemment, par les actes que je pose en tant que je suis au corps et que mon corps est le point d'ancrage de ma conscience dans le monde, eh bien, je constitue mon corps comme mon corps. Et j'en fais, bien évidemment, un corps différent. C'est-à-dire que le corps est à la fois le lieu d'une différence reçue, que je n'ai pas choisie. Je n'ai pas choisi ce corps qui est le mien. Là encore, il y a des pathologies possibles. Je l'ai si peu choisi que parfois je ne m'y reconnaîtrai jamais. Mais, ça c'est la mauvaise nouvelle, je n'ai pas choisi ce corps qui est le mien. La bonne nouvelle, c'est que je peux me l'approprier. Et l'approprier, c'est précisément, là encore, d'où le sens de votre question, je crois, en faire le lieu d'une différence qui puisse être significative. J'apprends à courir plus vite ou à nager malgré un handicap. J'entendais quelque chose d'assez touchant ce matin à la radio, un groupe de personnes qui ont fait la guerre, des militaires qui ont subi des traumatismes importants au Mali, je crois, ou je ne sais plus où exactement, et qui apprennent à se réconcilier avec leur corps en faisant de la planche à voile, si j'ai bien compris, du côté de Biarritz, enfin, bon, quelque chose comme ça. Et effectivement, c'est important parce que la réconciliation avec soi-même et avec la vie passe toujours par la réconciliation avec son corps. Et donc c'est vrai que la question de la différence, elle vient aussi rencontrer cette question-là. C'est pas en soi que mon corps doit être différent, c'est comment mon corps peut-il accueillir une différence en laquelle je puisse me reconnaître et que je puisse assumer. Et c'est toujours, bien évidemment, en réalité très compliqué. Tous les adolescents le savent, bien évidemment. Et les vieux aussi, rassurez-vous. Alors, moi, j'ai peut-être 2 questions. L'une un peu plus sociologique, il me semble que tu n'as pas abordé, c'est que la différence inquiète et fait peur, et que nous nous construisons pour mieux maîtriser le monde dans la catégorisation.
Donc, j'aurais aimé t'entendre là-dessus. Et la deuxième chose, c'est, on dit beaucoup qu'on est dans une société en perte de repères. Et la différence, elle se construit aussi par rapport aux repères. Donc, comment peut-on être différent quand il n'y a plus de repères ou que les repères disparaissent? D'accord. Je vais commencer par répondre à la première. Et il y a de fortes chances qu'en répondant à la première, j'oublie la deuxième, mais je suis sûr que tu me la rappelleras. Hein, bon. Donc, la première question, effectivement, c'est que la différence, à ceci étant, tu l'as dit, qu'elle inquiète. On aime bien soi-même être différent, mais la différence de l'autre, toujours, nous inquiète. Au sens propre, elle ne nous laisse pas en repos. Comment peut-on être perçant? Bon. Mais en même temps, la différence d'autrui est toujours quelque chose qui fascine. Il y a un goût de l'exotisme qui est rattaché à l'idée qu'on tend à valoriser spontanément la différence. Si c'est différent, c'est mieux. Et donc notre rapport à la différence est un rapport toujours un peu schizophrénique, puisque nous sommes confrontés à la fois à ce qui nous inquiète et à ce qui nous fascine. Et du coup, ça ouvre des abîmes assez étonnants pour la construction de soi, parce que nous nous construisons toujours en même temps par rapport à ces différences. L'enfant se construit par rapport à cette différence qu'il vit tous les jours, qui est celle de son père, de sa mère, par exemple. De son père et de son père, éventuellement. Bon, d'accord, de son père et de sa mère. Je vais en rester là, je suis assez traditionnel quand même. Bon, c'est plus simple à penser pour moi, en tout cas. Et donc, ça veut dire que autrui est le lieu d'une différenciation élémentaire à partir de laquelle je me construis. Mais je me construis toujours de manière difficile, puisque mon père, c'est à la fois celui à qui je veux ressembler et celui à qui je ne veux pas ressembler. Sa différence est à la fois ce qui m'inquiète, comment peut-on être prof de philo, et ce qui me fascine, quand même quand je serai grand, j'aimerais bien être comme papa. Bien sûr, je ne le dis pas, je ne l'avoue pas, mais je sais bien que c'est vrai. Bon, d'accord. Mais au fond, c'est le drame, pas la tragédie. Un drame est parfaitement surmontable par l'action, justement. C'est la dramaturgie dans laquelle sont engagées toutes nos existences, que nous ne pouvons nous définir, nous penser et nous identifier que par rapport à des modèles qui tout à la fois nous fascinent et nous inquiètent. Mais c'est ce qui fait que notre identité n'est jamais achevée. Cette inquiétude est une bonne chose, puisque ne nous laissant pas en repos, elle nous oblige sans cesse à nous reprendre. Pour le dire autrement, je n'ai jamais fini d'être moi-même, parce qu'aucune différence jamais ne m'installe en moi-même. Donc ça, c'était pour la première question. Attends, je vais essayer de retrouver la seconde. Ah oui, les repères. Ça y est. Bien. Oui, alors là, bien évidemment, je vous l'ai dit au tout début de mon propos, il y a une espèce de survalorisation du discours de la différence qui m'agace parfois prodigieusement, comme si l'important, de toute façon, c'était d'être différent, peu importe ces différences. Plus on est différent, mieux c'est. Le problème, bien évidemment, c'est que on ne diffère jamais absolument. On diffère toujours par rapport à quelque chose. Un Indien, il n'est pas différent en soi, il est différent de moi par rapport aux repères sociaux, culturels et historiques qui sont les miens. Ou si je reprends mon exemple de tout à l'heure, mon père n'est pas différent en soi, il est différent de moi par rapport à mes repères, par rapport à mes copains, par rapport à mes frères, par rapport à d'autres. Ça veut dire qu'au fond, un discours de revendication de la différence qui ferait l'économie d'une capacité à assumer des repères serait un discours ou une attitude qui sombrerait très vite dans l'insignifiance radicale. C'est-à-dire, au fond, où loin de me construire dans mon rapport à une différence reconnue comme telle, je ne pourrais que m'éparpiller dans un jeu de différences que je ne pourrais jamais m'approprier. Et je crois que c'est le drame, au fond, de certains comportements qui parfois me troublent, et pas seulement chez les jeunes. Il y a une exaltation de la différence pour elle-même qui, en s'autorisant une liquidation pure et simple des repères, devient purement et simplement schizophrénique.
Et là, je crois que l'enjeu, quand on est à l'école, quand on élève des enfants, quand on a des responsabilités dans une société, c'est de pouvoir valoriser une différence significative qui n'est signifiante qu'à condition de savoir par rapport à quoi elle est une différence. Et par rapport à quel repère fixe on va juger à la fois sa valeur et sa nature. Oui ? Bon, alors tout d'abord, bonsoir. Bonsoir. Une différence n'est que parce que une personne, on va prendre Monsieur X, remarque que Monsieur Y est différent selon les critères de Monsieur X. Donc, ça veut dire que cette différence est basée uniquement selon les repères de Monsieur X. Vu que c'est personnel, ça ne peut pas être partagé. Et donc, comment est-ce qu'on peut dire qu'une différence est une ouverture s'il n'y a pas de notion de partage ? Oui, je crois bien comprendre vos questions qui évoquent pour moi aussi un texte magnifique d'Hannah Arendt. Et en gros, à travers moi, c'est elle qui va vous répondre. Voilà. Vous allez assister à une séance de spiritisme. Non, c'est le coup que fait Socrate dans le banquet de Platon. Hein. On lui pose une question sur l'amour, il répond « Moi, j'y connais rien en amour, mais je vais vous dire ce que Diotime en pensait. » Et puis, c'est probablement le plus beau discours de Socrate, d'ailleurs. Quand on veut parler de l'amour, il faut laisser une femme parler. Quand on veut laisser parler, quand on veut répondre à la question que vous posez, il faut laisser parler Hannah Arendt. Bon, elle dit à peu près ceci. Hannah Arendt a été traumatisée par l'expérience, bien évidemment, totalitaire des camps nazis. Et qu'est-ce que c'est pour elle, entre autres, l'expérience de ces camps d'extermination ? Eh bien, c'est l'indifférenciation absolue érigée en norme. Plus rien ne distingue un homme d'un autre homme dans les camps de la mort. Et puisque plus rien ne distingue un homme d'un autre homme, il n'y a plus de repères communs qui permettent à chacun de s'identifier par rapport à autrui. Si je suis comme autrui, anéanti comme lui, mort-vivant comme lui, réduit à une matière première infiniment exploitable comme lui, si plus rien ne me distingue de lui, je n'ai plus le moindre repère qui me permette ni de dire sa différence, ni de dire, d'éprouver ou de vivre la mienne. Et donc, ce que nous dit Hannah Arendt, c'est que ce qui se trouve aboli dans les camps d'extermination, qu'ils soient soviétiques ou qu'ils soient nazis, c'est ce qu'elle appelle la possibilité d'un monde commun. Un monde commun, c'est-à-dire un monde dans lequel nous avons un minimum de repères communs, stables, à partir de laquelle nous pouvons éprouver et vivre à la fois notre différence et celle d'autrui. Quand il n'y a plus rien de commun que la commune indifférenciation de tous, il n'y a plus de différence possible que je puisse vivre. Et donc, si, dans ses essais sur le totalitarisme, Hannah Arendt analyse avec une grande minutie eh bien, cette espèce de négation absolue de la société par indistinction massive, indifférenciation massive, c'est pour en déduire, bien évidemment, que les sociétés dans lesquelles nous sommes appelés à vivre humainement sont des sociétés dans lesquelles nous devons pouvoir reconnaître des lieux de différenciation. Et pour cela, il faut un monde commun, un monde dans lequel nous sommes d'accord pour reconnaître un certain nombre de repères comme des marqueurs qu'on ne peut pas bouger, modifier. Enfin si, qu'on peut bouger, modifier. Il n'y a pas de nature définitive et enracinée des choses pour Hannah Arendt, mais qu'on ne peut pas modifier à la légère. Et donc, d'une certaine manière, votre question, me semble-t-il, prolongeait celle d'Isabelle. Effectivement, sans repère commun, sans un monde commun, je ne peux pas penser une différence comme significative, soit parce que dans ce cas-là, je suis moi-même dans l'indifférenciation absolue,
et à partir de cette indifférenciation absolue, je ne peux pas vivre et reconnaître la différence d'autrui, soit parce que je n'ai que moi comme repère, mais puisque, au fond, vous connaissez la formule de Verlaine, hein, je est un autre, condamné à une différence interne radicale, exister pour un homme, c'est toujours différer de soi, eh bien, je ne peux pas être le pôle fixe à partir duquel je pourrais vivre et penser et reconnaître la différence d'autrui. Je ne peux reconnaître la différence d'autrui que socialement, à partir d'un monde commun marqué par des repères communs. Mais alors, est-ce que ce monde commun ne serait pas la définition de l'humain au final? De l'humain ? De l'humain, de l'homme? Si, sans doute, puisque ce monde commun n'est pas quelque chose qui m'advient de l'extérieur et qui m'est donné comme une sorte de destin. Ce monde commun est une aventure à vivre, une aventure à faire. Il est un produit de notre humanité. Et s'il est vrai que l'homme est ce qu'il fait de l'homme, dans sa relation avec d'autres hommes, le monde commun, c'est ce monde par la grâce duquel l'homme, en tout cas, prend conscience de son humanité. Et prendre conscience de son humanité, c'est devenir humain. L'enfant s'humanise en prenant conscience de son humanité par le jeu de l'éducation. Merci. Je vous en prie. Dans un monde ? Oui, dans un monde où tout est bleu, le bleu n'existe pas. Exactement, oui, tout à fait. Oui. Et rien n'y existe d'ailleurs. Bonsoir. Bonsoir. Donc moi j'avais une question. Ma question est la suivante. En quoi la différence qualitative et la force de mes actes peuvent-ils être considérés comme un progrès ou comme bénéfiques? Et s'il y a progrès, sur quelle hiérarchie des valeurs ce progrès s'appuie-t-il? Ou ce bien entre guillemets? Ah oui, là aussi, ça fait beaucoup de questions et assez dense. Bon. C'est vrai, vous sentez quelque chose que je crois comprendre, c'est que dire qu'une différence authentique est d'abord qualitative, ce n'est pas encore dire qu'elle vaut pour elle-même. C'est-à-dire quelle serait l'occasion d'un progrès. Il ne faut pas chercher à jouer comme Nadal pour battre Nadal, mais hélas, il ne suffit pas de jouer autrement que Nadal pour battre Nadal. Bon, voilà, je vais le dire comme ça. C'est-à-dire qu'au fond, je peux être effectivement dans une différence, sans pour autant que celle-ci soit le lieu d'une sorte de plus-value ou de ce que vous appelez un progrès. Sauf que, c'est pas si vrai que ça, parce que là, je prends comme repère quelque chose qui, effectivement, est inatteignable. Si je considère que je n'aurais progressé suffisamment que le jour où je bats Nadal, bah bien évidemment, ça veut dire que je rends tout progrès impossible. Mais en réalité, aussi haut que soit le repère, l'idéal, si vous voulez, que je me fixe, si qualitativement j'essaie de jouer mon propre tennis, je serai bien, un jour ou l'autre, meilleur que je n'étais. Et qu'au bout du compte, je crois qu'il y a un progrès. On ne doit pas mesurer le progrès simplement par rapport à des repères fixes et idéaux. Ce serait absolument terrible. Un élève ne progresse pas. Imaginez un élève dans une classe de 10 qui était 7e au premier trimestre et qui est 7e au deuxième trimestre. Jugerez-vous qu'il est certain qu'il n'a pas progressé? Bien sûr que non. Si toute la classe a progressé, il peut avoir lui-même progressé considérablement. Et donc ça veut dire que jouer le jeu d'une différence qualitative, c'est bien ouvrir l'horizon d'un progrès possible, quand bien même il ne m'élève au-dessus de personne d'autre. Je suis toujours le 7e ou le dernier de la classe. Et donc il y a quelque chose dans une différence qualitative qui assure, me semble-t-il, de façon assez importante, je pense, la possibilité d'un progrès. Et je crois qu'au contraire, ce qui nous menace toujours de régression ou de stagnation, c'est précisément la logique mimétique. Un gamin qui voudrait absolument jouer comme Nadal risquerait d'embêter son entraîneur parce qu'il ne pourrait pas progresser.
quelqu'un qui voudrait absolument faire comme un autre s'enfermerait dans une manière de le singer, dans une logique mimétique qui l'empêcherait de déployer ce dont il est capable en tant qu'individu singulier. Et donc, au contraire, quand la différence n'est pas quantitative, faire aussi bien que ou mieux que, mais quand elle devient qualitative, faire le mieux possible ce que je sais faire et que je peux peut-être faire mieux que je ne le faisais, je crois qu'elle ouvre la possibilité du progrès. Et j'aimerais bien parfois que même les étudiants qui me sont confiés cherchent moins à devenir meilleurs que leurs camarades que meilleurs qu'eux-mêmes. Et je crois que, même stratégiquement, ce serait plus pertinent. Après, il y avait une deuxième question dans votre question, par rapport à quel système de valeurs juger le progrès. Ben là, je suis obligé de laisser chacun vous répondre. Je pourrais vous répondre pour moi, hein, mais vous m'avez sans doute déjà entendu le dire. Il y a une sorte de conviction fondamentale à partir de laquelle j'essaie de vivre et de penser. C'est la formule de Pascal selon laquelle l'homme passe l'homme infiniment. Et qu'il n'y a pas de valeur dans un monde où on nie toute transcendance de l'homme par rapport à lui-même. Dans l'immanence pure, tout est à égalité et tout se vaut. Si l'homme est le seul créateur de ces valeurs, aucune valeur en elle-même ne vaut mieux qu'une autre. Et si l'autonomie de l'homme est pensée comme la capacité à être la source de toutes ces valeurs, aucune valeur ne vaut par elle-même. Peu importe après au nom que l'on donne à cette transcendance. Mais il n'y a de valorisation possible de nos actes que si on reconnaît qu'il y a en nous quelque chose de plus grand que nous sommes appelés à faire fructifier. Quel que soit le nom qu'on lui donne, eh bien, il me semble que c'est le seul horizon possible à partir duquel on puisse s'engager dans une façon d'exister qui puisse cultiver la différence sans arrogance, avec le plaisir à la fois d'être soi et de devenir meilleur. Voilà, je crois qu'il est 8 heures, vous avez été gentil de tenir jusqu'au bout. Et je vous souhaite une bonne soirée.